je me suis dit que la principale barrière au règne du Christ aujourd'hui, c'était à la fois la peur de mourir socialement, mais aussi la peur de mourir tout court. Et quand on voit Charlie Kirk, il se savait menacé depuis très longtemps, et pourtant il a accepté de poursuivre le combat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, je reçois Corentin Dugas qui a écrit aux éditions Via Romana « Mourir pour la vérité dans les pas de Charlie Kirk » que j'ai ici, qui sort le 13 novembre en librairie. Bonjour Corentin Dugas. Bonjour Ali. Alors ma première question, ça va être simple, pourquoi ce titre « Mourir pour la vérité » ? Eh bien, déjà parce que c'était un titre que j'avais mûri depuis 2 ans. Je travaillais depuis 2 ans sur un livre que je voulais sur le règne du Christ. C'est-à-dire que le premier livre que j'avais écrit était sur la puissance de la prière. Et à chaque fois, on me disait, oui, mais c'est pas évident d'avoir ce cœur à cœur avec Jésus, parce que pour avoir une vie de prière un peu importante, ça nécessite d'avoir un cœur à cœur avec Jésus. Et donc je réfléchissais à cette question du règne dans les cœurs, et puis petit à petit, ça a élargi au règne social du Christ, donc le règne sur la société civile, le règne du Christ sur les institutions, sur les lois. Et Charlie Kirk a pris une balle, et je me suis dit que c'était finalement celui qui représentait le mieux ce que j'essayais de démontrer. Alors avec les différences évidemment culturelles aux États-Unis et en France, mais en fait je me suis dit que la principale barrière au règne du Christ aujourd'hui, c'était à la fois la peur de mourir socialement, mais aussi la peur de mourir tout court. Et quand on voit Charlie Kirk, il se savait menacé depuis très longtemps, et pourtant il a accepté de poursuivre le combat. Donc voilà, donc le titre c'est vraiment ça, c'est d'accepter de se dire, quand on défend la vérité, il y a une part de combat, il y a une part de mort sociale, de mort à soi-même, qu'il faut accepter pour combattre malgré tout. Et vous, comment avez-vous découvert justement cette personnalité de Charlie Kirk ? Alors j'ai découvert Charlie Kirk il y a 3 ans grâce à Mathieu Lavagna, qui est un bon ami apologète. Et en fait, on discutait souvent de l'inspiration qu'on pouvait recevoir des États-Unis. Moi, il y a pas mal de figures américaines qui m'ont inspiré, à la fois dans mon cheminement spirituel et puis dans mes différents engagements. Et donc Mathieu Lavagna m'avait parlé de ce gars, Charlie Kirk. Et dès les premières vidéos, je l'ai trouvé en fait assez exceptionnel dans sa manière de répondre, avec énormément de clarté, beaucoup de paix. Et puis le fait qu'il s'assume aussi chrétien me plaisait beaucoup, puisqu'il répondait volontiers quand on l'interrogeait sur sa foi, que c'était évidemment ce qui le motivait au quotidien. Donc j'ai regardé ces vidéos, et puis en fait je n'ai jamais cessé. Donc pendant ces 3 dernières années, je regardais quasiment tous les jours soit des shorts, soit des vidéos un peu plus longues, des formats un peu plus longs de Charlie Kirk, et puis j'en échangeais souvent avec ma femme. Donc voilà, donc j'avais vraiment presque une amitié, je ne sais pas si on peut dire ça, vraiment d'une personne qu'on n'a jamais rencontrée, mais j'avais vraiment eu un intérêt très fort pour ce gars. Et quand tu as appris sa mort, tu as peut-être vu les images, ouais. Votre réaction ? Je suis tombé malgré moi sur l'image non floutée de son assassinat. En fait, c'est aussi un peu ce qui a déclenché l'accélération de la publication du livre. C'est que j'ai eu 48 heures, j'étais en déplacement professionnel à ce moment-là. Donc j'étais loin de mon épouse, j'étais vraiment tout seul dans les îles. Et j'ai eu 48 heures vraiment dures. Je me suis même surpris moi-même. Je me demandais comment ça pouvait être possible d'être aussi affecté par la mort de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Mais voilà, c'était un personnage que je suivais, et puis il y a eu toute la violence de la scène, c'est ce que je raconte dans l'introduction, son épouse, enfin bref, tout le contexte, où je me suis dit finalement, en fait, il n'y a plus aucune limite maintenant dans le combat des idées, quoi. C'est dommage. On réduit souvent Charlie Kirk à ses idées politiques. Est-ce qu'il est réductible à ses idées politiques, ou est-ce qu'il est quand même quelque chose au-delà, soit du religieux, quelque chose d'autre ? Je pense que c'est une erreur effectivement de le réduire à son engagement politique. Pour ma part, je pense que c'était le seul point sur lequel j'étais un peu en désaccord avec lui. Son engagement vis-à-vis de Donald Trump, non pas que je remette en question Donald Trump ou l'engagement politique, etc., pas du tout, mais il me semble qu'il y a un positionnement pour les chrétiens
l'évangile est beaucoup plus haut que nos idées, qu'un programme politique, etc. Et si on veut pouvoir faire passer au maximum l'évangile dans la société civile, je trouve ça dommage de le réduire à un candidat en particulier. Je pense que c'est plus efficace d'infuser et de pouvoir dire voilà la position des chrétiens, voilà la position de la Bible. Et si vous voulez une société qui ressemble un tant soit peu à une société chrétienne, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, la chose étant dite qu'aux États-Unis, le contexte est un peu différent et donc Charlie Kirk, évidemment, a milité beaucoup pour Donald Trump. Il a écrit notamment un bouquin dans lequel il expose la doctrine MAGA, Make America Great Again. Et donc, sa vie publique était très liée à Donald Trump et à son engagement pour lui. Mais je pense que le moteur principal de ses idées, c'était vraiment l'Évangile. Et ça, il le disait avant un réveil politique. Il attendait et il appelait véritablement un réveil spirituel. Et quelle était la place aussi de la notion de famille pour Charlie Kirk? On voyait il débattait souvent contre l'avortement. Il était assez proche de son épouse. Oui. Donc c'était quelque chose de très important pour lui, la notion de famille. Oui, quand on écoute ces vidéos, j'ai tout un chapitre en fait sur la famille dans le livre, parce que c'était pour lui le cœur du réacteur. C'est-à-dire toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans nos sociétés sont liées au fait que la famille a été détruite. Et notamment, il faisait souvent cette comparaison dans les prisons et dans les taux de crime. Les enfants de familles monoparentales dans lesquelles le père a disparu, parce que c'est notamment le père qui le remettait en question, il disait en fait quand le père s'absente, ça crée de vrais déséquilibres dans les familles. Et on le voit effectivement, il y a eu des études qui ont été faites à la fois aux États-Unis mais aussi en France, que dans les prisons et dans les statistiques criminelles, les gens qui ont grandi sans père sont surreprésentés. Donc pour lui, il y avait vraiment le point que la famille était le cœur du réacteur de la société civile, et que s'il n'y avait pas une reconstruction du noyau familial, une reconstruction du don de soi, parce qu'il parlait beaucoup de ça. Aujourd'hui, on peine à vouloir s'engager à vie. Là, j'ai vu encore des affiches dans le métro de Glidden qui disent arrêtez de prendre des antidépresseurs et prenez un amant. Donc un appel clair à tromper sa femme ou son mari. Eh bien lui, Charlie Kirk disait, face à la dégénérescence de notre société, face à la déliquescence de notre vie politique, de notre vie civile, de notre vie sociale, de notre vie éducative, reconstruisons des foyers sains dans lesquels les enfants sont bien, dans lesquels on leur transmet des bonnes valeurs et dans lesquels tout est ordonné à sa juste place. Ça me fait venir au sujet suivant. Est-ce que Charlie Kirk est plus un militant pour la religion ou pour une loi naturelle? Alors ça c'est intéressant parce que c'est une question qu'on nous pose souvent et je pense que les deux sont indissociables. C'est-à-dire que, et ça je pense qu'il y a une partie aujourd'hui de la droite un peu païenne, droite, j'entends tout le spectre de la droite, centre-droit jusqu'à l'extrême droite, il y a une droite païenne qui s'est vraiment développée ces dernières années et qui je crois aujourd'hui est majoritaire, qui parfois utilise un peu la loi naturelle sans faire référence à Dieu. Or, je crois que l'une et l'autre se soutiennent mutuellement, c'est-à-dire que la loi naturelle va créer une société dans laquelle le contexte permet à chaque personne de rencontrer Dieu en vérité. Et puis inversement, et peut-être même premièrement, le fait qu'il y ait des gens qui croient, le fait qu'il y ait une religion, le fait qu'il y ait une pratique religieuse qui soit sincère, et bien petit à petit recréer cette loi naturelle. Et on a en fait deux choses qui s'affrontent. On a ce que saint Augustin a nommé cité de Dieu et cité terrestre. Donc cette fameuse phrase que tous les étudiants en sciences politiques ont entendue, deux amours ont bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. Eh bien, on voit bien que ça se manifeste dans notre monde d'aujourd'hui avec deux cercles. Il y a un cercle vertueux qui est plus de chrétienté, plus de morale, qui crée une société chrétienne, et les deux s'entretiennent mutuellement ensuite. La chrétienté provoque des conversions et provoque de nouveaux chrétiens qui eux-mêmes ensuite
font que la société devient de plus en plus solidement chrétienne. Et puis il y a un cercle vicieux, et je pense que c'est le cercle dans lequel nous sommes coincés aujourd'hui, qui est l'homme étant naturellement mauvais, pécheur, il y a une domination du péché, une domination de la perversion, qui crée une société qui est perverse, une société dans laquelle les repères moraux sont très très flous, les repères entre le bien et le mal, etc. Et cette société-là provoque ensuite, par capillarité, de nouvelles générations qui sont déséquilibrées, et l'une et l'autre, ça crée ce cercle vicieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, et c'était la position de Charlie Kirk, la loi naturelle sans Dieu, c'est une bonne chose, mais ça ne tient pas dans le temps. Donc ça peut répondre à un besoin très concret maintenant, mais ça ne durera pas dans le temps. Et une religion sans loi naturelle, ça sert à rien, enfin, ça n'existe pas. Donc lui, Charlie Kirk, défendait vraiment les deux. Il disait retourner à l'église. Et d'ailleurs, souvent dans ses interviews, il disait « Si mon combat pouvait premièrement permettre à des familles de se reconstruire et à des hommes de retourner à la messe, alors j'ai gagné. » Dans votre livre, vous pointez aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est le changement d'opinion qu'a eu Charlie Kirk sur certains sujets, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer et qu'est-ce que ça dit justement de l'homme qu'est Charlie Kirk? Alors, en fait, Charlie Kirk, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un assoiffé de vérité. Et donc, comme tout assoiffé de vérité, ça ne veut pas dire qu'on a la vérité tout le temps. Et parfois, on peut se tromper tout simplement. D'autant plus que le système médiatique aujourd'hui nous oblige à aller très vite dans notre pensée, ce qui n'est pas du tout naturel à l'homme. Le cerveau de l'homme est construit pour de la pensée longue, de la pensée dans le temps long. On a besoin de temps. On a besoin de lire, on a besoin de se poser, on a besoin de silence. Et le système médiatique aujourd'hui ne permet pas ça, et donc parfois provoque des réactions sur des sujets, nécessite de se positionner de manière un petit peu plus rapide que ce que notre cerveau et ce que notre capacité de compréhension des événements nous le permet, d'autant plus qu'il y a une quantité phénoménale d'informations, donc il faut beaucoup de temps avant d'aller discerner le vrai du faux. Première chose. Deuxième chose, Charlie Kirk est évangélique. Et les évangéliques américains ont une histoire très particulière, très proche et très ancienne avec Israël, avec le peuple juif d'Israël. Donc en fait, son positionnement vis-à-vis d'Israël, au début, a été celui de la très grande majorité des évangéliques américains, qui était une défense d'Israël dans ce qu'il faisait, dans ce conflit armé. Et puis, en fait, il y a quelque temps, parce que c'est quelqu'un qui cherche quand même la vérité et qui se renseigne et qui ne refuse jamais de se remettre en question. Et d'ailleurs, ça lui a coûté cher parce qu'il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites côté évangélique lorsqu'il a remis en question ça. En fait, après avoir fait de multiples recherches, il s'est dit, en fait, c'est pas normal ce qui se passe à Gaza. Bien sûr qu'il y a des terroristes, mais il y a aussi des civils, il y a aussi des chrétiens. On voit malheureusement la paroisse de Gaza qui a été très largement attaquée et qui a énormément souffert de ce conflit. Et donc, il a compris qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait juste et de pas tout à fait vrai à défendre comme ça Israël sans apporter une nuance. Et donc, c'est ça que je trouve très beau chez Charlie Kirk, c'est qu'il a su se tromper, mais il a su se tromper bellement, ce que ne font plus les gens d'aujourd'hui. Donc, il acceptait de dire « là, je me suis trompé, et je vous demande pardon, et voilà ce que j'ai compris maintenant en ayant fait plusieurs recherches. » J'aimerais revenir maintenant sur son assassinat. Est-ce que c'est symptomatique d'une société très fracturée, comme aux États-Unis, ou même en général dans le monde entier? Je ne sais pas si c'est symptomatique d'une société fracturée, parce que des chrétiens assassinés pour la vérité, tout temps, tout pays, toute époque, tout système politique. Là, en ce moment, je suis en train de lire la biographie du cardinal Van Thuan, par exemple, qui a passé 13 ans dans les geôles communistes. Il est mort en 2002. Et donc, je me méfie un peu de cette vision du « notre temps est particulier », où il est particulièrement violent, où il est particulièrement ceci. Bien sûr qu'il y a une persécution, bien sûr que les chrétiens particulièrement sont attaqués, on le voit bien en France. Il y a eu 30% d'augmentation des faits antichrétiens l'année dernière.
Mais je pense que la fracture, en fait, elle existe et elle existera jusqu'à ce que le Christ revienne, jusqu'à ce qu'il mette le fin mot de l'histoire, puisque la fracture, elle est entre Dieu et le diable, entre le mensonge et la vérité, entre le bien et le mal. Et c'était Solzhenitsyn qui avait eu cette phrase très belle lorsqu'on l'avait invité à parler un petit peu de ce rapport entre les États-Unis et la Russie, où il avait dit finalement j'ai compris que la frontière entre le bien et le mal se situe dans le cœur de chaque homme. Donc la fracture, je pense qu'elle n'est pas tellement dans notre société, elle est plutôt dans nos cœurs, et que chaque jour les hommes choisissent de combattre sous une bannière. Ils peuvent choisir de combattre sous la bannière de Dieu ou sous la bannière du diable. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un choix massif pour le diable, qui est fait volontairement ou involontairement, de manière sue ou de manière innocente, entre guillemets, mais qui est quand même, qui laisse quand même cette société grandir. Est-ce que vous voyez à l'heure actuelle en France un Charlie Kirk français? Ou du moins, est-ce que c'est possible qu'on en ait un en France quand on voit l'état de la liberté d'expression et l'état du débat des idées en France? C'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment. Qui est le Charlie Kirk français? Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas de Charlie Kirk français. Je vois plein de gens qui se battent pour la liberté d'expression, qui se battent pour exprimer publiquement des choses qui dérangent. Donc en cela, ils rejoignent Charlie Kirk. En revanche, Charlie Kirk, sa particularité, c'est que c'était vraiment un homme de prière. Et qu'il ramenait toujours son combat au Christ, toujours son combat à l'Évangile, et que ce qu'il désirait de tout son cœur, c'était une renaissance de ce que nous, on pourrait appeler la chrétienté en France. Je ne sais pas s'il mettait ce mot aux États-Unis, je ne pense pas, je n'ai jamais entendu parler de chrétienté. Mais voilà, c'était ce qu'il désirait, créer une société qui soit imbibée du christianisme. Et aujourd'hui, en France, ça n'existe pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Et est-ce que aussi le fait que la liberté d'expression en France soit moins grande qu'aux États-Unis, ça ne contribue pas à ce... Si, mais je pense surtout que, en fait, ce qui paralyse, c'est l'esprit d'intimidation. En réalité, il existe plein de médias sur lesquels on peut dire ce qu'on veut. Vous en êtes la preuve. J'espère. Et a priori, je ne vais pas me faire arrêter en sortant de ce bâtiment. Je l'espère aussi. Donc, même si on voit bien qu'il y a un combat de lutte entre des médias qui sont très partisans, ça c'est clair, il y a une vraie lutte entre des médias partisans et dans lesquels certains ont complètement la porte close, on a encore l'opportunité de parler. Moi, je crois que ce qui bloque surtout, c'est la peur. C'est-à-dire, depuis les origines, le diable utilise l'intimidation pour faire taire ceux qui veulent dire la vérité. Et on en parlait un petit peu au début, mourir pour la vérité. Je crois qu'il y a deux choses qui paralysent le plus les chrétiens, qui paralysent le plus ceux qui pourraient s'exprimer au nom de la vérité. C'est la peur de la pauvreté et la peur de mourir. Aujourd'hui, vous voulez castrer quelqu'un qui voudrait annoncer la vérité. Vous essayez de le détruire socialement. Donc c'est ce que fait un peu Mediapart, Libération, en faisant des enquêtes, et puis ensuite ils publient des articles, et puis ça détruit des personnes ou ça détruit des mouvements, etc. En général, le but étant de démontrer qu'à la fin c'est un fasciste, et donc qu'il faut absolument le maintenir hors de tout système de débat, etc. Donc ça, c'est la première chose. Si vous attaquez une vie sociale et que potentiellement la personne peut perdre son confort, etc., elle va y aller un peu plus mollo sur ses prises de parole et elle va mesurer son annonce de la vérité, quand bien même ce qu'elle dit est vrai et ce qu'elle dit est juste. Et puis la deuxième chose qui paralyse, c'est évidemment la peur de mourir. Et ça, on a beaucoup d'influenceurs qui témoignent de recevoir des menaces de mort, etc., qui pour autant continuent d'agir. Mais pour l'instant, je pense que c'est ces deux choses-là qui paralysent encore. Mais si demain, on arrive à avoir une génération qui ose dire la vérité, avec énormément de charité, mais qui ose dire la vérité sur ce monde, que c'est un monde malade, et que cette société n'a rien créé de bon depuis très longtemps. Je mets au défi n'importe qui de trouver
une chose de bonne que cette société a permise depuis 50 ans. Je ne vais même pas revenir jusqu'à la Révolution française. Je vais juste prendre 50 ans. L'école pour tous, quand on voit l'école, l'état du système éducatif, ce n'est pas vraiment un cadeau qui nous a été fait. La santé, quand on voit l'état du système de santé, ce n'est pas vraiment un cadeau non plus. Enfin, voilà, donc je pense que petit à petit, les Français en prennent conscience. Il y a vraiment plus... je pense qu'il y a une grosse partie des Français qui commencent à comprendre ça. Et maintenant, il manque juste une génération pour prendre le relais et pour simplement dire les choses avec beaucoup de clarté, beaucoup de charité. Et j'aimerais que cette génération soit imbibée du Christ, qu'elle soit imbibée de l'Évangile et qu'elle fasse les choses avec charité, comme le faisait Charlie Kirk. Vous avez parlé des médias. Justement, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique qui a été fait de la mort de Charlie Kirk, que ce soit aux États-Unis ou en France? Ah bah, il était excellent, hein. Tellement vrai en plus, tellement juste. Qu'est-ce que je pense du traitement médiatique qui a été fait? Alors en fait, pendant les quelques semaines qui ont suivi, je me suis dit ce qui est incroyable en France aujourd'hui, c'est que le mensonge ne rencontre plus aucune barrière. Donc vous pouvez faire des émissions. Mediapart a fait une émission d'1 heure sur Charlie Kirk, où ils prennent des extraits, etc. Et en fait, il suffit de regarder les extraits dans leur totalité pour voir qu'il disait exactement l'inverse de ce qu'il voulait lui faire montrer. Mais en fait, on vit il y a une partie de la gauche, une partie de tout ce qu'on appelle Antifa, voilà, qui vit dans le délire de vouloir tuer Adolf Hitler. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'analyse, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de trouver Adolf Hitler, qui va être le prochain Adolf Hitler, et ils ont besoin de le tuer, quand bien même c'est pas du tout la bonne personne. Je ne sais pas si je m'exprime convenablement, mais donc Charlie Kirk, on voit bien que le traitement médiatique qui a été fait, c'est il a été tué par un gars qui visiblement était dans les mouvements trans, etc. Et donc, plutôt que de se dire que c'est un drame et qu'il y a quand même une femme qui reste seule avec ses enfants, eh bien, il fallait démontrer que Charlie Kirk était Adolf Hitler, ou en tout cas un proche d'Adolf Hitler, et que du coup, finalement, c'est pas si grave. Son crime n'a pas été si grave, et même c'est peut-être un service qui a été rendu à la nation américaine. Je donne un exemple. La phrase qui a beaucoup tourné partout dans le monde, c'est Charlie Kirk aurait dit « Quand je rentre dans un avion et que je vois que le pilote est noir, je m'inquiète, ou c'est un truc comme ça, ou je ne veux pas monter, ou je me demande si on ne va pas avoir un accident, un truc comme ça. » Je me souviens plus exactement de la phrase, mais c'était un truc dans le genre. La phrase a fait le tour du monde en disant « Voilà, c'était un raciste, vous avez vu, regarde ce qu'il disait, même quand il montait dans un avion et qu'il voyait un noir, il se disait s'il n'y avait pas à avoir un crash. » Quand on regarde la vidéo dans sa totalité, dans laquelle il y a cette phrase-là, donc c'est un étudiant noir américain qui vient le voir et qui lui dit il paraît que dans une interview, vous aviez dit justement cette phrase. Et Charlie Kirk lui dit rappelle-moi le contexte parce que j'ai un peu oublié. Et donc ils en discutent et là d'un seul coup, Charlie Kirk se souvient que c'est dans le contexte où American Airlines avait annoncé que à partir de 2023, je crois, 50% de leur recrutement ce serait issu de la population noire américaine ou des femmes. Voilà. Et donc Charlie Kirk a simplement dit en réaction à ça, à chaque fois qu'on a fait ça dans une institution, à chaque fois qu'on a non pas appliqué des principes de justice, c'est-à-dire on prend les meilleurs, mais des principes de quota, ça a nécessairement, et ça, toutes les études partout dans le monde le montrent, ça abaisse le niveau. Et donc il avait dit, un peu en rigolant parce que c'était quand même un blagueur, bah, du coup si je vois un pilote noir, du coup, je vais finir par m'inquiéter parce que est-ce qu'il aurait été recruté parce que c'est un bon pilote ou juste parce que c'est sa couleur de peau qui a dicté son dossier. En revanche, il a toujours lutté contre le racisme ou contre les idées suprémacistes. Et moi, l'une des seules fois où je l'ai vu se mettre en colère, justement, dans un débat, c'était un suprémaciste blanc américain qui venait le voir pour lui dire qu'il ne le trouvait pas assez sévère sur ces idées-là. Et Charlie Kirk s'était mis en colère en lui disant « Moi, je suis la position des pères fondateurs de notre pays. Dans la Constitution, il n'y a rien
qui est noté sur les inégalités de race, de couleur de peau, etc. Et donc, en fait, on n'a pas à établir de distinction dans notre pays. Chacun doit être traité de la même manière, exactement de la même manière. Et c'est ça le vrai principe de justice. En réalité, le vrai principe de justice, c'est que chaque personne, peu importe son origine, ou son genre, ou sa couleur de peau, etc., sa religion, chaque personne doit avoir la même chance au moment où elle arrive pour une épreuve ou pour un concours. Voilà. Charlie Kirk, c'est un modèle pour vous? Oui, c'est vrai, je le prends comme un modèle parce que aujourd'hui, je crois qu'il permet à tous les jeunes d'avoir une vraie figure à laquelle se rattacher pour pouvoir défendre des idées qui peuvent être jugées un peu ringardes sur la famille, sur la vie en société, sur la morale, sur la sexualité, sur les questions de vie aussi, sur l'euthanasie, sur l'avortement. C'est des idées dont beaucoup ont honte, même dans les milieux chrétiens, parce qu'ils ont peur de passer pour les ringards de la bande. Alors que Charlie Kirk nous montre vraiment qu'on peut défendre ces idées-là, qu'on peut aussi rassembler beaucoup de jeunes autour de ces idées-là, et qu'en réalité, c'est ces idées qui font du bien à un pays. C'est ces idées qui font du bien à un pays. Et si on arrive à appliquer ce principe-là à l'échelle de nos pays, mais aussi à l'échelle internationale, principe de charité, principe de vérité, eh bien, on rendra un grand service à toutes les nations du monde. Et vous direz quoi à un jeune qui a peur de s'engager justement pour une mort sociale, pour une mort tout court comme Charlie Kirk? Je dirais déjà, il ne faut pas être idiot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir sur le no man's land sans armes, sans équipement et partir bille en tête vers les Allemands. Donc, un principe que nous donne l'Église et que je trouve assez bon, c'est que toutes les personnes qui ont vécu un engagement fort dans l'Église, tous les grands saints, etc., ont toujours eu une partie de leur vie vraiment contemplative. Et pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce que la vie de prière, la vie contemplative, le lien avec le Seigneur va permettre de garantir la paix du cœur. Et je crois que ça, c'est un des trucs qui pêche beaucoup dans les milieux un peu de droite aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui vivent dans une certaine colère qui est entretenue et qui peut être justifiée pour plein de raisons, hein. Mais cette colère les habite et devient le moteur de leur engagement. Or, je crois que c'est jamais une bonne chose d'avoir la colère pour moteur. Et je pense qu'on passe beaucoup mieux nos idées paisiblement. Charlie Kirk, c'était incroyable, mais dans ses débats, il était toujours extrêmement paisible, avec une grande clarté. Donc ça, c'est la première chose. Prendre le temps du silence, de l'intériorité. Deuxième chose, c'est le temps long de la pensée. Il ne faut pas croire qu'on va devenir des philosophes en 2 semaines, ou des penseurs politiques en 2 semaines. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de programme magique pour devenir d'un seul coup un bon philosophe, un bon politologue, ou même un bon critique je sais pas, de la société. Donc, Charlie Kirk, lui, il insistait beaucoup sur la formation. Et lui disait qu'il lisait un livre par semaine. C'est-à-dire qu'il se faisait des listes et il lisait 50 livres par an pour pouvoir se former. Et c'était ça qu'il disait donc, c'est ça qui me permet d'avoir cette pensée claire et sur de nombreux sujets. C'est la lecture, le temps long, puisque comme je le disais, le cerveau a besoin de temps long. Et la lecture permet de ralentir le rythme du cerveau. Et permet donc d'inscrire la pensée dans le long terme, dans la mémoire à long terme. Et rattaché à ça, il disait aussi qu'il coupait son téléphone 1 fois par semaine. Pour récupérer aussi de l'énergie mentale, il coupait son téléphone, comme ça lui permettait 1 fois par semaine de vraiment retrouver le temps qui n'est pas pollué par le scrolling infini, les notifications, les mails, les appels, la vitesse de la vie. Donc tout ça, c'est des choses très bonnes à mettre en place, qui vont faire du bien, qui vont faire qu'on ne sera plus dans un rapport de colère et de force, d'inimitié.
Lui, par exemple, il était très à l'aise avec toutes les personnes qui venaient le voir. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de conversions dans tous les types de populations aux États-Unis, que ce soit dans la communauté LGBT, trans. La communauté noire américaine aussi le suivait beaucoup parce qu'il était très embrasé du Christ et parce que précisément il n'était pas raciste et que ce qu'il disait en fait rejoignait leur désir aussi de solidité familiale, de solidité culturelle, de solidité spirituelle. Et donc ça c'est le plus grand cadeau qu'on pourra faire. Si on a une nouvelle génération qui se lève, qui est une génération paisible mais sûre de ses idées parce que travaillée dans le temps long et assise dans une vie de prière quotidienne, on va faire trembler le monde, on va faire trembler la France parce que d'un seul coup on va montrer à la France ce que c'est qu'une génération chrétienne. Bien, merci beaucoup Corentin Dugas pour ce message rempli d'espoir. Merci Élie. Et je rappelle votre livre « Mourir pour la vérité dans les pas de Charlie Kirk » aux éditions Via Romana. Et merci à tous de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube.